Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face à Zeribi. Durant les 52 prochaines minutes, nous allons analyser et décrypter toute l'actualité de la semaine avec notre éditorialiste Karim Zeribi. Bonsoir, c'est un vrai plaisir de vous retrouver dans ce nouveau décor. Plaisir partagé, très heureux de vous retrouver tous les deux. Merci. Et c'est également un grand plaisir de retrouver Riyad Belkhadi. Bonsoir Riyad. Bonsoir Samira, bonsoir Karim. Le plaisir est également partagé de se retrouver pour la reprise de Face à Zeribi. Vous savez que beaucoup et de nombreuses personnes de la diaspora m'ont parlé de Face à Zeribi dans cette période du Ramadan où nous avions décidé de suspendre notre émission en me demandant est-ce que l'émission allait continuer ou pas. Donc ça signifie quand même que nous sommes suivis de l'autre côté de la Méditerranée et ça fait vraiment plaisir. Et puis Al24 s'intéresse aussi au vécu, au quotidien de notre diaspora en France et à l'étranger. C'est la chaîne de la diaspora. Et nous allons d'ailleurs les rassurer que Face à Zeribi, c'est revenu et c'est toutes les 2 semaines d'ailleurs. Avec plaisir. Tout à fait. Donc, au sommaire ce soir, Karim Zeribi, une actualité dense. Nous allons parler de diplomatie, de politique et de géostratégie. Donc, nous commencerons par cette dynamique qui place aujourd'hui Alger au cœur des équilibres régionaux, avec une multiplication de visites haut niveau qui confirme un repositionnement stratégique de l'Algérie en Méditerranée et en Afrique. Et puis, Samira et Karim, on va revenir sur une séquence de la politique française, puisqu'il y a eu des élections il y a quelques semaines en France. Elle a été marquée par des attaques racistes visant des nouveaux élus de la diversité, les africains et maghrébins généralement, révélatrices de tensions profondes au sein du débat public en France. Nous allons également analyser cette escalade entre l'Iran, les États-Unis et l'entité sioniste qui marque une nouvelle étape dans la recomposition du Moyen-Orient sur fond d'impuissance des instances internationales, Karim. Et puis en conclusion, vous avez voulu qu'on revienne sur un fait marquant, en tout cas qui vous a marqué la semaine dernière, c'est la disparition de l'ancien président de la République, le Moudjahed Yamin Zarouel, Allah yarhamou. Magnifique programme. Alors, commençons tout de suite, sans plus attendre, Karim Zeribi, avec notre premier sujet. Donc, comme je le disais, Alger est devenu ces dernières semaines le théâtre d'un véritable ballet diplomatique de l'Italie à l'Espagne, en passant par des partenaires stratégiques comme le Niger. Les délégations de haut niveau se succèdent à un rythme soutenu. On parle aujourd'hui d'une Algérie qui retrouve sa place au centre de gravité et de pivot décisionnel incontournable en Méditerranée élargie. Karim Zeribi, comment cette centralité retrouvée redéfinit-elle, selon vous, les nouveaux équilibres de puissance dans toute la région ? Écoutez, je crois que ce sujet est prépondérant dans le positionnement qui est celui de l'Algérie aujourd'hui, non seulement sur le continent africain, mais plus encore sur la scène méditerranéenne. Prépondérant parce que ça n'est pas simplement, je dirais, une situation conjoncturelle qui mène l'Algérie dans cette position. Évidemment qu'on pourrait se dire que la guerre en Iran, avec les problématiques aujourd'hui liées aux hydrocarbures, au détroit d'Ormuz qui ne permet pas de livrer les 21 millions de barils jour sur les grandes capitales mondiales, permet à l'Algérie de se repositionner dans le jeu des grands acteurs producteurs de gaz et de pétrole. Mais ça n'est pas simplement et seulement ce sujet qui, à mon avis, amène les grandes capitales européennes à venir à la rencontre des autorités algériennes, du président Tebboune, mais aussi plus largement des ministres qui composent le gouvernement. Je pense que l'Algérie a œuvré au cours des derniers mois et des dernières années pour occuper cette place, qui est une place de leader sur le bassin méditerranéen, de leader producteur d'hydrocarbures, certes, mais pas seulement. Leader sur les questions sécuritaires, on en parle souvent, je dirais l'appareil sécuritaire algérien est un appareil reconnu, solide, expérimenté. L'Algérie produit aujourd'hui et donc intéresse aussi les pays européens du continent européen, je dirais, dans sa capacité à produire, à être un pays producteur, pas simplement d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole, mais aussi dans le domaine industriel, pharmaceutique, des nouvelles technologies, dans le domaine agricole. Et puis l'Algérie a une stabilité dans ce monde un peu trouble qui est rassurante. Un pays qui ne fait pas d'ingérence, un pays qui respecte le droit international, fiable, un pays solide, fiable, stable. Dans ce contexte aujourd'hui de proximité, faut-il le rappeler, avec le continent européen, que dit la proximité aujourd'hui ? Des coûts logistiques moins importants, une forme de sécurité parce qu'on sait très bien que selon les mers dans lesquelles vous évoluez, il y a de la piraterie,
il y a des risques aussi pour acheminer les ressources. Et là, on est dans une relation géostratégique de proximité, mais qui est rassurante, qui est moins coûteuse sur le plan logistique, parce que le transport coûte très très cher, surtout dans le contexte. Et donc l'Algérie se repositionne non seulement dans le contexte un peu trouble et géopolitique de cette guerre qui a été initiée par l'axe américano-israélien à l'égard de l'Iran, mais pas seulement. Je pense qu'elle est en train de récolter, l'Algérie, tout ce qu'elle a semé ces dernières années dans sa politique économique, dans ses choix diplomatiques, par son sérieux, sa stabilité, par ses notations intéressantes du FMI, et de toutes les instances internationales. Donc c'est un pays qui rassure, c'est un pays qui est solide, c'est un pays qui est stable. Et donc naturellement, les capitales européennes se disent aujourd'hui, le partenaire le plus fiable, donc à notre portée, c'est l'Algérie. Et dans ce contexte, l'Algérie doit s'inscrire dans la durée. Et quand je dis ça, vous savez qu'il y a un accord d'association Union européenne-Algérie qui est en renégociation. Cet accord d'association n'était pas acceptable, parce qu'il était déséquilibré. Ça n'était pas un accord d'association gagnant-gagnant. L'Algérie doit imposer à l'Union européenne un accord d'association qui permet à l'Algérie aujourd'hui de se retrouver leader dans les échanges avec les pays de l'Union européenne. Vous me lancez une perche, Karim Zeribi. Justement, cette centralité ne se limite pas aux déclarations d'intention. Avec des partenaires comme l'Italie, l'Espagne, notamment, nous assistons à une mutation profonde des échanges. L'Algérie a réussi à imposer un nouveau paradigme de partenariat où la coopération institutionnelle et l'intégration industrielle de haut niveau priment désormais sur les schémas des relations entre nations classiques. Peut-on dire que l'Algérie a définitivement, et c'est ce que vous disiez, contraint ses partenaires de la rive nord à adopter un logiciel de respect mutuel et de co-souveraineté économique? Est-ce que c'est les nouvelles conditions que l'Algérie doit imposer à l'Union européenne? Vous savez, Riyad, je dis souvent que le respect ne se décrète pas, il se conquiert. Et aujourd'hui, par la politique mise en place au sein du gouvernement algérien, depuis ces dernières années, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan des accords, des traités qui existent entre l'Algérie et divers continents, entre l'Algérie et sur le plan bilatéral entre divers pays, tout ça a été redéfini par des règles qui devaient être des règles gagnant-gagnant. L'Algérie n'accepte plus de se retrouver dans des accords, dans des traités qui ne prendraient pas, ne tiendraient pas compte de ses intérêts. L'Algérie a renforcé sa souveraineté. Elle a renforcé sa souveraineté, pas simplement sur le plan militaire. On sait la puissance de l'Algérie, 22, 23e puissance militaire au monde, donc pour protéger les 7 frontières algériennes, pour protéger le pays aussi de l'intérieur, des risques potentiels qu'on a connus au cours notamment de la décennie noire, faut-il le rappeler. Donc, cette souveraineté-là, elle est connue, elle est reconnue. Mais il y avait une souveraineté économique à mettre en place, en sortant effectivement de la seule production des hydrocarbures, pétrole et gaz. Donc 7e producteur de gaz, 17e producteur de pétrole. Et là, dans le contexte géopolitique, l'Algérie revient au premier plan. Mais elle revient au premier plan parce qu'elle est productrice d'hydrocarbures, mais parce qu'elle incarne aussi un partenaire d'avenir. Et c'est là où j'insiste. J'insiste parce que vous savez très bien qu'il y a une transition énergétique qui s'opère de par le monde. Et les Européens, en premier lieu, sont engagés à sortir un peu des hydrocarbures pour aller vers une transition énergétique plus écologique. Mais l'Algérie est un acteur aussi qui peut répondre à cela. L'Algérie, par sa superficie, plus grand pays d'Afrique, je dirais un des plus grands pays au monde, donc un Sahara qui a un taux d'ensoleillement un des plus élevés sur la planète, donc une capacité à faire aujourd'hui de l'énergie solaire, de l'hydrogène vert, capacité aussi à produire d'autres énergies renouvelables propres. L'Algérie devient un partenaire non seulement dans le champ des hydrocarbures pour gérer le temps présent et les besoins présents, mais aussi pour incarner l'avenir. C'est pour ça que je dis qu'on est à un tournant qui n'a rien de conjoncturel en réalité. L'Algérie devient un partenaire stable, durable, fiable, donc qui doit s'inscrire dans la durée. Alors pour ce faire,
il y a aussi quelques conditions du côté algérien, soyons clairs. Donc il faut moderniser et investir durablement dans nos infrastructures logistiques. C'est ce qui a été aussi initié, des grands travaux, le portuaire, donc les grands axes routiers. Donc on a évoqué lors de nos dernières émissions cette ligne de chemin de fer vers le sud. Là aussi, donc, entre le ferroviaire, le portuaire et la logistique routière en infrastructure, l'Algérie doit devenir un grand acteur logistique industriel en investissant dans donc ses équipements, son matériel. Si l'Algérie utilise ses ressources et ses nouvelles recettes, je vous rappelle quand même qu'on a un prix du baril, avec ce qui se passe aujourd'hui, qui est entre 106 et 109 dollars. Le baril. Avant la guerre en Iran, nous étions à 70 dollars. Donc ça veut dire que chaque dollar gagné sur le prix du baril, c'est 600 millions de dollars gagnés pour l'Algérie. C'est énormissime. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'on n'est pas je dirais, une situation qui va voir le prix du baril redescendre comme certains peuvent le penser. Parce que si la guerre perdure, certains parlent même d'un prix du baril qui peut aller jusqu'à 120, 150 dollars. Donc l'Algérie profite, c'est une forme d'aubaine, même si elle n'est pas effectivement, sur le plan diplomatique, concernée par cette guerre. C'est une force de paix, l'Algérie. C'est une force de médiation, l'Algérie, qui appelle effectivement chacun à la raison, au respect du droit international. L'Algérie ne s'est jamais réjoui de guerre sur d'autres territoires. Et l'Algérie, on l'a toujours dit, n'a pas de partenariat exclusif. L'Algérie travaille avec les uns et les autres. Et on n'a pas à lui demander de faire un choix. Donc c'est sa politique, aujourd'hui diplomatique, et elle a raison de le faire. L'Algérie peut travailler aussi bien avec la Russie qu'avec les États-Unis. Aussi bien avec la Chine, discuter, échanger avec l'Iran, qu'avec l'Arabie Saoudite, qu'avec les pays du Moyen-Orient. L'Algérie, vous parliez de l'Europe. L'Algérie, oui, bien sûr, c'est l'Italie, avec la visite de Meloni, c'est les Espagnols qui sont revenus. On a, je le rappelle quand même, deux axes sous-marins pour distribuer le gaz. Un, c'est Transmed avec l'Italie, l'autre, c'est Medgaz avec les Espagnols. Mais je dirais la Belgique est un partenaire aussi qui s'entend très bien avec l'Algérie. Donc la Slovénie est un partenaire qui s'entend avec l'Algérie. L'Allemagne respecte énormément l'Algérie. Donc la Suisse qui veut ministre des Affaires étrangères augmenter son niveau de relation avec l'Algérie, qui s'est rendu en Suisse pour discuter encore une fois des partenaires. Donc finalement, tous les pays de l'Union européenne souhaitent avoir de bonnes relations avec l'Algérie. Et la France, bien qu'il y ait, je dirais, des hauts et des bas, est un pays qui est presque obligé aujourd'hui de commercer avec l'Algérie en matière d'hydrocarbures. On le voit bien, on ne le dit pas, parce qu'effectivement... La France est en crise énergétique ? La France est en crise énergétique, elle a toujours besoin aujourd'hui d'avoir des réserves. Elle a des réserves aujourd'hui sur lesquelles elle ne veut pas tabler, et donc elle doit, pour répondre à ses besoins, faire appel à des producteurs de gaz et de pétrole. L'Algérie, aujourd'hui, fait partie des partenaires. Aussi français sur les hydrocarbures. Bon, cette réalité-là, elle est incontournable. L'Algérie aujourd'hui est un pays qui s'est positionné sur le plan géostratégique comme étant un pays sur lequel il faut compter. Ce ne sont pas les voisins de l'Algérie qui sont producteurs d'hydrocarbures, ce ne sont pas les voisins de l'Algérie qui sont dans cette situation économique qui est aujourd'hui en dynamique. Et donc oui, l'Algérie est un partenaire naturel pour ces grands représentants des capitales européennes. Il y a un balai. Donc on les voit venir à Alger dans une démarche de respect, et puis on voit aussi le ministre des Affaires étrangères algérien se déplacer en Europe, être accueilli remarquablement bien. L'Algérie est revenue sur la scène internationale. Il a fallu un peu de temps. D'abord pour comprendre la stratégie algérienne, se faire respecter nécessite un peu de temps. Ça ne se fait pas avec un claquement de doigts. Et la rediscussion autour de l'accord Union européenne, l'accord d'association Algérie, et aujourd'hui l'Algérie, moi je le dis clairement, c'est sans forfanterie, l'Algérie est en position de force pour négocier cet accord. Et elle doit intégrer dans cet accord, des approches gagnant-gagnant sur le plan, je dirais, des produits algériens qui doivent être acceptés à l'exportation sur le sol européen. Donc il faut que les Européens arrêtent aujourd'hui de jouer la montre pour accepter la production algérienne. On fait du made in Algeria dans tous les domaines. Il n'est pas normal que sur certaines productions, les Européens veuillent protéger leur économie. Ils ne la protègent pas vis-à-vis de l'Asie. Je ne vois pas pourquoi il la protégerait vis-à-vis de l'Algérie.
Tout à fait. Karim, vous avez parlé de ce partenariat entre l'Algérie et l'Europe, et les États-Unis, la Russie et plein d'autres pays. Ce leadership s'étend aujourd'hui également vers notre profondeur africaine, l'axe Algérie ou Alger-Niamey, à travers le projet du corridor transsaharien, s'affirme aujourd'hui comme la colonne vertébrale géopolitique de la région, en transformant le Sahara en un espace de transit stratégique et de prospérité commune. L'Algérie ne fait pas que tracer une route, elle dessine une nouvelle carte des flux mondiaux. En quoi peut-être ce projet structurant consacre-t-il l'Algérie comme seul pivot capable de garantir une intégration africaine libérée des tutelles étrangères? Votre question est très intéressante et je dirais qu'elle augure d'une évolution là aussi géostratégique cruciale pour l'avenir de l'Algérie. L'Algérie est un hub, c'est sa position géostratégique naturelle. Un hub entre deux continents. C'est la porte de l'Europe, faut-il le rappeler, 450 millions d'habitants. L'Afrique, 1,5 milliard d'habitants. Ça veut dire que vous êtes un hub aujourd'hui, quand on parle de l'Algérie, l'Algérie est un hub autour de 2 milliards d'habitants. Dans 25 ans, chers amis, ce sera 3 milliards d'habitants. Parce qu'on gagne 1 milliard d'habitants concernant l'Afrique. Dans 25 ans, je vous rappelle quand même qu'on passera d'1,5 milliard d'habitants aujourd'hui sur le continent africain à 2,5 milliards en 2050. 2050, c'est 25 ans, 24 ans. Et on aura une baisse de la démographie européenne, légère baisse, 450 millions aujourd'hui, 420 millions. Au global, les investissements aujourd'hui que l'Algérie fait sur le plan économique donc, seront attractifs pour un potentiel de 3 milliards d'habitants dans une relation euro-africaine. Elle a un positionnement naturel, l'Algérie, qui est stratégique. Elle investit dans les infrastructures logistiques que nous évoquions tout à l'heure. Elle renforce ses partenariats à la fois avec les grandes capitales européennes, mais aussi elle regarde du côté du Sud, avec les pays producteurs avec lesquels elle noue des partenariats. Elle va aussi, avec le Made in Algeria, livrer des produits dans le cosmétique, dans l'agriculture, dans l'industrie, donc aux pays africains qui montent en puissance, se développent aussi. Et il y a une zone de libre-échange parallèlement à ce que nous sommes en train de dire, qui est en train de se mettre en place sur le continent africain pour favoriser les échanges, donc sans taxes douanières, et faire en sorte que ce continent se protège à ses frontières. C'est la ZECLAF, que vous connaissez tous, la zone donc d'échange, de libre-échange intra-africaine. Donc l'Algérie, elle a un avenir, et je n'exagère pas quand je dis ça, qui est en réalité, sur le papier, radieux. L'enjeu qui se trouve aujourd'hui autour de l'Algérie, c'est l'utilisation de ces recettes. Et pour moi, l'utilisation des recettes algériennes au cours des années à venir doit se situer à deux niveaux, marcher sur ces deux jambes. À la fois, une réponse en termes d'infrastructure au service du peuple algérien, des hôpitaux modernes, des universités. L'Algérie investit. Elle le fera encore plus au cours des années à venir, j'en suis convaincu. Parce que c'est un pays jeune, donc il y a des besoins, il y a des attentes, il y a un retour de la diaspora. Et donc, ces services publics, entre guillemets, doivent être effectivement à la pointe. C'est ce que l'État fait naturellement. C'est ce que l'État fait naturellement. Une partie des gains, c'est le peuple qui en profite. C'est le peuple qui en profite. Mais je pense que ça se fera de plus en plus, vu le positionnement, je dirais, économique attractif de l'Algérie et les recettes qui risquent de croître au cours des années à venir. Et puis, le deuxième pilier, c'est l'investissement, encore une fois, sur l'outil productif, l'appareil productif. Donc là aussi, il faut investir toujours encore. On a des ingénieurs de grande qualité qui sont reconnus partout. Vous savez, je me suis déplacé il y a quelques mois pour un forum à Doha, au Qatar, donc dans le secteur énergétique. J'ai vu énormément d'experts algériens. Donc il y a un savoir-faire algérien qui est remarquable. Ce savoir-faire algérien, il bénéficie à l'Algérie, il bénéficie aussi dans des relations de coproduction donc, avec des pays producteurs. Donc l'Algérie aujourd'hui a engagé une marche en avant. Je ne vois pas ce qui peut arrêter le pays, je vais vous le dire clairement. À partir du moment où on a une stabilité intérieure, un développement économique sur tous les secteurs, des partenariats qui redémarrent, des coopérations dynamiques, une entente avec les grands puissants de ce monde. L'Algérie aujourd'hui, on le sait, travaille avec les États-Unis, travaille avec la Chine, travaille avec la Turquie, travaille avec la Russie, travaille avec les pays de l'Union européenne, donc travaille avec les pays du continent africain, travaille avec des pays du Moyen-Orient qui sont respectables et respectueux de l'Algérie, pour le préciser. Voilà, à partir du moment où vous êtes respectable et respectueux de l'Algérie, le partenariat est ouvert.
Dernière question de cette première partie, entre cette exigence vis-à-vis du Nord, cette solidarité stratégique avec le Sud, nous sommes africains, l'Algérie semble construire une puissance d'influence multidimensionnelle. Ce n'est plus une diplomatie de réaction, mais une diplomatie d'impulsion. Est-ce que le socle d'une architecture régionale nouvelle où Alger n'est plus seulement un acteur, mais le garant de la stabilité et du développement entre l'Afrique subsaharienne et le bassin méditerranéen? Il y a un élément qui est prépondérant aujourd'hui sur la scène internationale. On voit qu'il y a un bafouement, je dirais pas facile, le terme n'est peut-être pas approprié, mais régulier, du respect du droit international. L'Algérie a toujours été très attachée au respect du droit international. Ce droit international, il a été fait non pas pour les puissants, mais il a été fait pour l'ensemble des peuples de la planète, pour respecter leur autodétermination, pour respecter leur indépendance, leur souveraineté, pour éviter les ingérences, pour éviter les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides. L'Algérie s'est toujours portée en État-nation respectueux et soucieux de faire respecter le droit international. Mais je vais vous dire une chose, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas si fréquent. Et dans le monde d'aujourd'hui, quand vous êtes un pays respectueux du droit international, qui refusait quelque ingérence que ce soit, quelque ingérence vers l'extérieur, mais quelque ingérence chez vous, qui protégeait vos frontières et qui ne souhaitait pas faire état, je dirais, de domination ou de pression sur qui que ce soit, je crois que vous dégagez du respect quasi automatiquement et naturellement. Et si on a des acteurs qui se tournent vers l'Algérie, c'est parce que cette fiabilité qui est liée au respect du droit international est une fiabilité qui rassure. Et vous savez très bien que, comme sur le plan économique, en diplomatie, on ne peut rien faire de grand si on ne se respecte pas, si on ne se rassure pas mutuellement. D'ailleurs, les tensions qui ont lieu entre la France et l'Algérie, on y reviendra peut-être, sont des tensions qui sont liées à une forme d'irrespect de la France vis-à-vis de l'Algérie et d'une perte de confiance quant, je dirais, aux relations win-win, gagnant-gagnant, qui sont attendues normalement de part et d'autre. Si nous avons en face des acteurs à l'échelle de la planète, justice africains, occidentaux, asiatiques, issus du Moyen-Orient, respectueux de ces fondamentaux, respect du droit international, donc, et la capacité dans des accords gagnant-gagnant, alors, quand vous dites que l'Algérie s'est repositionnée, elle s'est repositionnée par sa diplomatie, par sa politique, par ses choix de politique intérieure. Alors après, il y a des frottements parfois, et des pays avec lesquels l'Algérie ne souhaite plus avoir de liens, je pense aux Émirats, qui n'ont pas été respectueux, qui font état d'ingérence, qui se sont mal comportés. Il y a des États qui se comportent comme des États voyous. L'Algérie ne peut pas tolérer ça, ce qui paraît évident. Mais à partir du moment où, encore une fois, vous êtes sur des règles claires, saines, respectueuses, vous avez la possibilité de nouer un partenariat avec l'Algérie. Et c'est le message qui est passé ces dernières années. Et c'est le message qui est passé, alors parfois avec un peu d'effrottement, mais c'est normal. On ne revient pas sur la scène internationale tel un acteur incontournable comme ça. Il y a encore une fois personne est là pour faire de cadeaux à l'Algérie. Quand vous voyez les représentants des capitales occidentales européennes venir à Alger, attendez, vous croyez que c'est pour les beaux yeux de l'Algérie? C'est parce qu'ils ont besoin de l'Algérie aujourd'hui. Et ils le reconnaissent. C'est peut-être la différence avec hier. Il y a également la visite du pape dans quelques jours. Et la visite du pape, qui est encore autre chose. Qui est encore autre chose, même si le Vatican est un État, donc en tant que tel, c'est un autre message. C'est un message d'ouverture, c'est un message de tolérance, c'est un message de paix. La visite du pape en Algérie, comme première visite sur le continent africain, est une symbolique, mais d'une puissance inouïe. Et je vais vous dire que de l'autre côté de la Méditerranée, donc en France... J'allais dire, et qui contredit l'image que certains veulent donner d'une Algérie intolérante mais chérie, aux autres, plus que contredire. aux autres religions. Ça éteint complètement donc, ce discours négatif
ce logiciel anti-algérien, algérophobe, qui consistait à dire que les chrétiens n'avaient pas le droit de citer en Algérie, alors qu'on a M. Vesco, archevêque, cardinal, qui a été fait algérien par le président Tebboune, qui parle de l'Algérie aussi puissamment qu'un Algérien, tellement qu'il aime l'Algérie. Et on voit que l'Algérie contribue avec des fonds publics à réhabiliter, je dirais, les cultes chrétiens, avec beaucoup de respect. Et quand le pape va venir, il va aller se reposer sur la tombe de Saint-Augustin, grand penseur de la chrétienté, né en Algérie, mort en Algérie, enterré en Algérie, donc amoureux de l'Algérie. Donc, je dirais, on a des oiseaux de mauvais augure, on a des extrémistes qui veulent effectivement tenter d'isoler l'Algérie. La diplomatie, l'économie et la spiritualité donc, font tout le contraire. Elles remettent l'Algérie au centre, ça les dérange, mais c'est tant mieux. Riyad Karim, nous allons nous arrêter pour une courte page de pub et nous reviendrons. Nous sommes de retour dans l'émission, votre émission Face à Zeribi, pour la deuxième partie qui concerne la politique interne en France. Tout à fait, Riyad. D'ailleurs, Karim, l'actualité en France nous livre des images, si je puis dire, insoutenables. Sur le plateau de CNews, on a vu un maire de la République, celui de Saint-Denis, qui a été la cible d'insultes simiesques en plein direct. Ce n'est plus, Karim Zeribi, ce n'est plus un dérapage, c'est une stratégie d'audience par la haine. Comment la classe politique aujourd'hui, peut-être française, a-t-elle pu laisser ses valeurs républicaines être sacrifiées sur l'autel d'une dérive identitaire aussi décomplexé? Mais avant de répondre Karim Zeribi, nous allons regarder cette vidéo. Il essaye de pousser les limites. Jusqu'où je peux aller, au fond? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, finalement? Sûrement qu'il y a un peu de ça. Maintenant, c'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu, il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Effectivement, ça en dit long sur l'état de la France d'aujourd'hui. Ça en dit long et ce n'est pas un sujet anodin. Parce que par-delà la crise économique, sociale, qui frappe la France aujourd'hui, il y a également une crise identitaire qui est profonde, qui traverse le pays. Vous savez que quand vous avez une crise identitaire, ça veut dire que vous n'avez plus de boussole pour savoir qui vous êtes. Et si vous n'avez plus de boussole pour savoir qui vous êtes, vous n'avez plus de boussole pour savoir où vous voulez aller. Parce que c'est l'unité de la nation qui fait la force de celle-ci. Et aujourd'hui, on voit que la nation française est fracturée, est fragmentée. Vous l'avez dit, à l'issue de ces élections municipales, on a vu des visages qu'on n'avait pas l'habitude de voir, portant l'écharpe tricolore à l'issue de l'élection pour incarner le pouvoir municipal, local, dans les villes de France et de Navarre. Et on a des villes qui sont conséquentes. Saint-Denis, Pierrefitte, deux communes confusionnées. Vous avez Bali Bakayoko, qui est devenu le maire de cette fusion, 150 000 habitants. Ce n'est pas une petite ville. C'est la plus grande ville de Seine-Saint-Denis, département du 93 sur la région de l'Île-de-France. Et vous avez, à côté de Bali Bakayoko, à Pierrefitte, un maire délégué qui s'appelle Farid Haït, d'origine algérienne, je le précise. Ils ont fait un duo, ils ont gagné l'élection au premier tour. Face à un socialiste qui était bien ancré, un baron, mais qui ne tenait pas compte de la population, de la diversité de cette population, et qui expliquait qu'il voulait gentrifier Saint-Denis. C'est ce que ça veut dire, gentrifier. Changer de population. Faire sortir les classes sociales modestes, qui sont souvent des ouvriers, des travailleurs, issus d'immigration ou immigrés, pour les remplacer par des populations plus qualifiées, mais qui étaient effectivement d'une origine différente. Donc là, on avait une politique qui était discriminatoire. Quand Bali Bakayoko... C'est-à-dire délocaliser les racisés. Je n'aime pas ce terme. Pardonnez-moi l'expression. Oui, mais je veux rebondir d'ailleurs sur cette expression. Français racisés. Là, vous incarnez le débat national français. Français racisés. Français issus de la diversité. Français issus de l'immigration. Et français tout court. On est capable de le dire sans avoir de précision et d'adjectif pour qualifier cette frange de la communauté nationale. On a du mal à les regarder en tant que Français. Quand on s'appelle Mohamed, Fatima, Mamadou, on a l'impression qu'on est Français, mais il manque quelque chose. Mais on a moins de mal à parler de darwinisme quand il s'agit d'un maire issu de l'immigration malienne. Riyad, Français racisé, ça met une forme de compétition entre les races.
Il n'y a rien de plus anti-républicain, il n'y a rien de plus universaliste Il n'y a que rien ça. de plus raciste. Et vous savez qui utilise ce terme, français racisé, la plupart du temps? Je vais vous surprendre, c'est à la gauche de l'échiquier politique. C'est LFI qui a fait de ce terme un terme effectivement aujourd'hui un peu valise pour parler des Français comme moi. Je suis désolé, moi je suis français d'origine algérienne, je suis né en France. Je suis français d'origine algérienne, je suis franco-algérien. Quand on dit algérien, est-ce qu'on me dit algérien de quelque chose? Non, on me définit comme un algérien en Algérie. Pourquoi en France on ne me définirait pas comme un Français? Ce pays a un problème identitaire. Ce pays ne veut pas se regarder en face. Nous arrivons, je ne sais pas si vous vous rendez compte, concernant les Algériens que nous sommes, à la 4e génération. 4e génération. Nos enfants ne sont toujours pas regardés comme des vrais Français. On dit que ce sont des Français, mais il y a toujours un mais derrière. Et quand on voit arriver des Nesrine Menawara, maire de Beson, des Miloud Goual, maire de Montigny-les-Cormeilles, des Boumertit Idir, maire de Vénissieux, je pourrais vous en citer une vingtaine. Et j'espère qu'on fera un jour une émission pour mettre en exergue ces visages, qui sont des visages aujourd'hui d'élus de la République, fiers d'être élus de la République française. Ils n'ont aucune ambiguïté là-dessus. Ils représentent tous les Français, sans distinction d'origine, en tant qu'élus. Mais ils sont fiers aussi d'être d'origine algérienne. Et on ne peut pas leur enlever ça. On ne doit pas leur enlever ça. Sans cela, ils ne pourraient pas être ce qu'ils sont. Des femmes et des hommes équilibrés, sereins, compétents, rayonnants. Donc aujourd'hui, la France, elle a un problème. C'est que sa promesse de citoyenneté, on va le dire comme ça, que c'est une promesse de citoyenneté dont on parle là. J'en parlais souvent avec Jean-Pierre Chevènement lorsque j'étais son conseiller. Jean-Pierre Chevènement, ami de l'Algérie, dont j'ai été le conseiller lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Jean-Pierre Chevènement disait, l'important, c'est pas d'où vous venez, c'est où nous voulons aller ensemble. Mais cette phrase est magnifique. Cette phrase, elle fait rayonner la France comme un grand pays sur la scène internationale. Mais cette promesse, aujourd'hui, elle ne tient plus. Quand Bali Bakayoko est élu, on parle de sa couleur de peau. On parle de ses origines. Quand vous avez un Français d'origine maghrébine qui est élu, on parle de sa religion. On explique que c'est un vote communautariste. Comme si les autres Français d'une autre couleur de peau, d'une autre origine, d'une autre religion, ne pouvaient pas voter pour ces élus-là. C'est-à-dire que ces élus-là sont des élus effectivement différents, qu'il faut parquer, qu'il faut stigmatiser, qu'il faut montrer du doigt, comme des élus effectivement français, mais pas vraiment. Français, mais racisés. Français, mais issus de la diversité. Stop. C'est insupportable. Et la France, ce grand pays, n'ira pas mieux si elle n'a pas une capacité aujourd'hui à regarder son identité dans sa multiplicité. Et la France est un pays qui est multiconfessionnel, n'en déplaise à certains, qui est multiculturel, n'en déplaise à certains. Mais ça ne veut pas dire que ces Français plus récents que les autres, dont je fais partie, n'adhèrent pas à liberté, égalité, fraternité. Pourquoi faut-il avoir une couleur de peau pour aimer la liberté, l'égalité, la fraternité? Faut-il avoir une religion pour accepter la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, c'est-à-dire la laïcité? Faut-il avoir une origine sociale ou ethnique pour adhérer à la capacité aujourd'hui d'être reconnu dans une société pour son travail, pour son mérite, pour ses compétences? La réponse est non. Donc on a un débat qui est vicieux, qui est pernicieux, qui est dramatique, qui affaiblit la France, qui l'amène vers un effondrement intellectuel, philosophique, politique, moral, en montrant du doigt donc ces Français-là. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, comment on les a montrés dans les extraits? Comme étant des Français, après leur victoire, dans les passations de pouvoir entre les anciens maires et les nouveaux, qui étaient entourés de soutiens qui étaient assez hostiles, voire véhéments, pour le maire sortant. Comme si on découvrait qu'il y avait en politique des tensions, des crispations, voire quelques violences verbales. Mais je vous rappelle quand même que ce n'est pas nouveau la violence en politique. Et on ne peut pas la cantonner aujourd'hui à ces élus-là ou à ces maires-là. Quelle malhonnêteté intellectuelle pour vous rafraîchir la mémoire et rafraîchir la mémoire de ceux qui nous suivent et qui nous écoutent et qui sont fidèles et que je remercie dans l'émission Face à Zeribi. Lorsque Giscard d'Estaing était président de la République, 3 ministres du gouvernement Giscard d'Estaing ont été assassinés. 3 ministres ont été assassinés entre 1974 et 80. Lorsque Balladur rejoint Jacques Chirac en 1995 sur l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy vient porter la parole de Balladur dans un meeting du RPR à l'époque. Il se fait cracher dessus, insulté, pas par des Bali Bakayoko, pas par des Farid Haït, pas par des Nesrine, des Fatima ou des Mohamed ou des Mamadou, par des électeurs, par des adhérents du RPR de l'époque.
donc, qui n'étaient pas des Français issus donc, du continent africain. Donc, vous voyez, il y a cette malhonnêteté intellectuelle, il y a cette propagande médiatico-politique qui veut toujours donner une mauvaise image des Français d'origine africaine. C'est insupportable. Et là, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y en a de plus en plus qui sont élus. Ça veut dire qu'il y a une dynamique, il y a une forme de vague. Certains appellent ça la théorie du grand remplacement. Il faut que nous fassions une émission là-dessus. Parce que la théorie du grand remplacement, c'est fait pour inquiéter les Français, pour créer des peurs, pour attiser des haines. La théorie du grand remplacement, elle est naturelle, elle est anthropologique. Dans toute société, vous avez des générations qui remplacent d'autres générations. Les sociétés ne sont pas figées. Mais elles ne sont pas figées. Et ce n'est pas parce que ces nouvelles générations sont métissées ou ont des origines africaines que la France donc ne sera plus la France, que la France va perdre en rayonnement. J'ai envie de vous dire, et j'en termine par là, bien au contraire. Ce sont ces Français-là, et je le dis tout net, qui peut-être permettront à la France de rayonner toujours et encore, parce que ces Français-là, ils représenteront un pont avec le continent africain, qui est un continent d'avenir, face à ceux qui ont une arrogance aujourd'hui, qui ont une nostalgie aujourd'hui, coloniale de l'histoire de France. Donc ces Français-là aujourd'hui feront rayonner la France demain, n'en déplaise à certains. Karim Zeribi, une dernière question. Vous avez parlé d'un point très important de cette nostalgie coloniale. Ces dernières attaques, c'est le spectre du passé colonial qui ressurgit de manière diffuse, mais très violente, si je puis dire. Peut-on dire que la France n'a jamais terminé sa colonisation mentale et qu'elle voit encore peut-être ses élus issus de l'immigration comme des indigènes de la République? Je ne dirais pas la France, Samira, parce que moi je rencontre tous les jours des Français qui sont prêts à une reconnaissance historique, je dirais, de la colonisation, qui sont prêts donc à faire en sorte que la France accepte aujourd'hui de regarder le visage qui est le sien aujourd'hui, mais aussi les erreurs qu'elle a pu commettre hier. Il y a de nombreux Français, pas simplement des Français d'origine maghrébine ou africaine, donc des Français d'origine européenne et de, je dirais, de tous horizons. Le problème, ce sont les élites. Dans les élites, il y a une forme de, je dirais, d'état profond. Dans cet état profond, il y a des rapports de force, il y a des nostalgies, il y a des tensions. Il y a des gens qui ils estiment qu'ils résistent. Et je ne sais pas à quoi ils résistent, mais ils résistent à la vérité. Ils résistent à un discours, je dirais, d'objectivité. Ils résistent, je dirais, au fait qu'ils ne permettent pas à la France d'être ce qu'elle doit être, à la fois sur la scène européenne, mais plus largement sur la scène internationale. D'ailleurs, vous voyez bien, c'est pas moi qui le dis, et je ne le dis jamais dans cette émission de Gaieté de Cœur, et je le dis aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que pour ceux qui auraient envie, effectivement, de me critiquer pour ma présence en Algérie dans notre émission Face à Zeribi, moi j'ai le même discours à Alger qu'à Paris. Qu'à Paris qu'à Alger. Je n'ai pas deux discours. Donc, la France a les moyens de se relever, mais elle ne se donne pas les moyens. Elle ne s'en donne pas les moyens aujourd'hui. Donc elle a une politique qui, sur la scène internationale, ne peut pas rendre les Français fiers. On l'a vu sur la Palestine, donc on le voit donc sur ses rapports avec l'ensemble des pays donc environnants. Elle a été vente en guerre donc avec la Russie, elle n'est pas une force de médiation, donc avec le continent africain, elle est chassée de tous les grands pays du continent africain. Aujourd'hui, la position de la France est inconfortable tant sur le plan intérieur que sur le plan de la diplomatie et des questions internationales. Donc oui, il doit y avoir un sursaut. D'où viendra ce sursaut ? Je crois en partie, il peut venir des citoyens qui ont la lucidité de regarder les sujets que nous évoquons en face. Il y a une partie de la France qui est capable de le faire. Il y a une autre partie qui résiste. Ben, il va y avoir un combat politique, électoral, qui va se jouer dans les urnes dans un an. Cette élection sera capitale. L'élection présidentielle française dictera effectivement, je pense, non seulement les 5 prochaines années, mais plus encore l'avenir de la France. Tout à fait. Nous passons au troisième sujet, Riyad. Donc, Karim Zeribi, nous allons parler de cette guerre au Moyen-Orient. L'escalade directe entre l'Iran, les États-Unis et l'antitétionniste marque la fin de la confrontation en direct pour entrer dans une logique de guerre ouverte et durable. On parlait d'une guerre d'une semaine et là, on en est, je crois, à plus d'un mois. Karim Zeribi, ce face-à-face frontal ne signe-t-il pas aujourd'hui l'échec définitif des stratégies de dissuasion classiques et l'entrée du Moyen-Orient dans une ère de confrontation sans retour ? Écoutez, d'abord, je veux faire passer un message aux citoyens américains pour débuter cette séquence. J'ai envie de leur dire, ne vous laissez pas instrumentaliser par le gouvernement d'extrême droite messianique de Netanyahou et par ses ministres
qui sont porteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide. Aujourd'hui, de par l'esprit guerrier qui est le leur. On a un pays qui est en train de semer le chaos. Le chaos au Moyen-Orient. Mais plus largement, un chaos au Moyen-Orient qui crée des dissensions sur l'ensemble de la planète. Avec la crise énergétique que l'on a évoquée au début d'émission, mais pas seulement. La redéfinition des rapports de force. Et derrière ce pays qui crée le chaos, il y a une forme aujourd'hui d'aveuglement américain qui ne sert pas les États-Unis d'Amérique, qui est un grand pays. Grand pays. Et d'ailleurs, Donald Trump s'était engagé à servir les intérêts américains. Il est embarqué par Netanyahou dans cette guerre. C'est Netanyahou, pour moi, le vrai sujet, le vrai problème. C'est Netanyahou qui va éradiquer le peuple palestinien. D'ailleurs, on ne parle plus de Gaza. C'est un drame. Drame absolu. Il a disparu complètement des radars de l'information, et je dirais de la diplomatie, et même des sujets traités aux Nations Unies. On ne parle plus de Gaza. Les Gazaouis sont dans une situation catastrophique, on ne parle plus de Gaza. La colonisation en Cisjordanie se poursuit, avec des meurtres tous les jours, des expropriations. Donc tout ça dans le silence. Donc sans oublier la nouvelle loi qui a été votée par la le plus CNES. absolue. Il y a une loi qui est passée, Tout à fait. donc qui est honteuse, qui permet la peine de mort pour les Palestiniens. Seulement, femmes et uniquement enfants. pour les Palestiniens. Donc, et on sait très bien comment fonctionne la justice donc en Israël. Un enfant qui jette des pierres, donc, il peut être passible, non pas d'un tribunal qui l'incarcère, mais d'une décision administrative qui peut le laisser durant des années en prison. C'est-à-dire que vous ne passez même pas par la case justice. Est-ce que vous entendez aujourd'hui une forme de, je dirais, d'émoi des instances internationales, des grandes puissances internationales, face à ce scandale? C'est un scandale. En fait, Israël, Netanyahou, Ben-Gvir, Smotrich ont des comportements qu'on peut assimiler à du terrorisme. C'est les experts qui le disent, des Nations Unies, c'est pas moi. C'est des experts qui, aujourd'hui, observent de ce comportement. Donc, il faut rappeler, dans ce conflit, que l'Iran a été agressé. L'Iran n'est pas l'agresseur. L'Iran a été agressé par la volonté d'Israël, qui prétend vouloir libérer le peuple iranien, mais on ne libère pas un peuple, je dirais, de son pouvoir et du pouvoir en place. C'est le peuple qui se libère lui-même. D'ailleurs, on ne parle plus du peuple ces derniers jours. Mais on le bombarde, le peuple, Riyad. Il le tue, le peuple. Est-ce qu'on peut rappeler quand même qu'il y a une école avec une centaine d'enfants qui ont été tués? On n'en parle pas. Mais si ça avait été une frappe iranienne à Tel Aviv pour tuer 100 enfants d'une école israélienne, mais je suis désolé de vous le dire, on en parlerait matin, midi et soir, toute l'année. Et on criminaliserait cette action. On aurait raison de le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? A contrario, pourquoi on a une approche à géométrie variable? Ce monde ne va pas. Parce que nous avons aujourd'hui une approche à géométrie variable du droit international et du respect du droit international, de la manière dont on peut qualifier les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, de la manière dont on ferme les yeux face à un génocide, de la manière dont on donne. On donne en France la parole, des temps d'antenne, à Netanyahou, poursuivi par la Cour pénale internationale. Un mandat de la Cour pénale internationale, et on vous donne des temps d'antenne. Soit au porte-parole de l'armée israélienne qui nous livre sa propagande sur toutes les chaînes info françaises, soit à Netanyahou. Mais quel pays fait ça? Comment la France peut faire ça? Mettre en direct la prise de parole d'un Netanyahou qui est un criminel, qui a un mandat de la Cour pénale internationale. Comment peut-on accepter ça? Donc je dis à nos amis américains, sortez de cette zone de conflit. Sortez, ça ne sert pas les intérêts américains. Ça ne sert pas aujourd'hui l'image des États-Unis. Et on sent bien que le président Trump n'est pas toujours à l'aise dans cette expédition dans laquelle l'a embarqué Netanyahou. Il n'est pas toujours à l'aise. Parfois, il appelle au retrait des troupes. Parfois, il est à un ton menaçant. Et on sent bien que ce n'est pas lui qui a initié cette attaque et cette guerre.
S'il avait été le seul décideur, il n'y aurait pas de guerre en Iran aujourd'hui. J'en suis convaincu. Donc, puisqu'il expliquait qu'après la guerre des 12 jours de l'année dernière, les capacités nucléaires iraniennes étaient mises à mal et que le job avait été fait. Pourquoi repartir? Mais s'il repart, c'est que derrière, il y a une forme d'instrumentalisation, d'incitation qui, à part Netanyahou, peut être celui qui, aujourd'hui, sème le chaos dans cette région. Et du coup, il y a des dégâts collatéraux, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, qui se retrouvent effectivement en difficulté vis-à-vis de l'Iran. Il y a aujourd'hui nécessité à revenir au respect du droit international. Et le seul pays qui peut se permettre de bafouer le droit international, dans l'impunité la plus totale, s'appelle Israël. C'est insupportable. Il faut que cela cesse. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ils sont détenteurs de la bombe nucléaire. Il faut m'expliquer à moi pourquoi Israël a le droit d'avoir la bombe nucléaire, pourquoi l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie et peut-être pourquoi pas l'Algérie n'auraient pas le droit d'avoir la bombe nucléaire. Pourquoi certains pays ont le droit de l'avoir et pas d'autres. Surtout que, je suis désolé de vous le dire, mais la bombe nucléaire, Israël ne l'a pas obtenue avec l'accord des instances internationales. Alors vous allez me dire, le traité de non-prolifération, ils n'en sont pas signataires. Oui, mais justement, vous n'êtes pas signataire du traité de non-prolifération, vous avez la bombe nucléaire. L'Iran, qui est signataire du traité de non-prolifération, accepte qu'il y ait des observateurs qui viennent, joue le jeu avec un accord international, et vous les bombardez. C'est insupportable. Donc on voit bien que l'intérêt, c'est ni le peuple iranien, ni le nucléaire, c'est la destruction et le chaos dans cette région du monde. Du Moyen-Orient. Comme si ça ne suffisait pas, et j'en termine par là, ce que l'on a fait en Irak, en Syrie, en Libye, et peut-être maintenant en Iran. C'est un grand pays. La civilisation perse est une grande civilisation qui mérite le respect. Et je n'ai aucune affinité avec le régime des Mollahs, je tiens à vous le dire. Aucune affinité avec le régime des Mollahs. Mais là n'est pas la question. La souveraineté d'un pays, le respect du droit international prime sur les affinités que l'on peut avoir ou pas. Et si l'Iran veut changer de régime, c'est les Iraniens qui doivent le décider. Personne ne doit le décider à leur place. On va terminer avec le fait qui vous a marqué cette semaine, c'est la disparition de l'ancien chef d'État, président de la République, Yamin Zaroual. Tout à fait. Et c'est juste après ce jingle. Alors, cette semaine a été marquée par la disparition de l'ancien président Yamin Zaroual. Nous ne pouvions pas clore cette émission sans saluer la mémoire de ce grand homme Karim Zeribi. D'ailleurs, vous avez vous-même tenu à parler, à rendre hommage à ce monsieur. L'ancien président Yamin Zaroual est un homme qui a incarné la dignité de l'État dans les heures les plus sombres de l'Algérie. J'ai un profond respect pour le président Zaroual, profond respect pour, je dirais, des raisons multiples. D'abord, c'est un grand militaire, c'est un grand patriote. Il a été moudjahid, qui s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie lorsqu'il était jeune, qui a ensuite fait un parcours dans l'appareil militaire algérien remarquable, qui a été un grand dirigeant et qui a été un homme d'État dans un contexte très particulier en Algérie, puisque c'était le contexte de la décennie noire, en 1995. En 1993, il était déjà ministre de la Défense, et il démontrait par ses postures, par sa rigueur, par son sérieux, son sens de l'État. Je vais vous dire, on lui doit beaucoup au président Zaroual. L'Algérie d'aujourd'hui lui doit beaucoup. Parce que l'Algérie, au moment où il a présidé la destinée du pays en 1995, pas beaucoup de pays auraient pu passer cette période-là. Ses institutions sont restées debout. L'appareil d'État a fait face au terrorisme, à des drames absolus. Et la réconciliation a été retrouvée à l'issue de cette décennie noire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans un temps aussi court, lutter pour éviter les interventions extérieures, pour protéger ses frontières, faire en sorte qu'à l'intérieur du pays, dans les maquis où le terrorisme prospérait, il y ait une guerre qui leur soit menée, et faire en sorte derrière de maintenir les institutions algériennes, de l'État algérien debout, tout en donnant une perspective d'avenir possible, dans un contexte pareil. Permettez-moi de vous le dire, très peu de nations seraient sorties indemnes de cette lutte qui a été menée contre le terrorisme. Le président Zaroual, qui dirigeait les destinées du pays, s'est posé, je dirais, en président de la stabilité, en président de la sécurité, en président de la réconciliation. Et cette triple dimension, dans un contexte pareil, mérite le respect.
mérite un respect profond, mérite une reconnaissance profonde. Moi, quand je pense au président Zeroual, qui en plus, en 99, n'a rien fait pour rester au pouvoir, mais dans de nombreuses, je dirais, nations, quelqu'un qui arrive à passer cette séquence-là aurait pu se dire, il va y avoir des temps meilleurs. Je vais continuer mon engagement à la tête de mon pays. Il a décidé de passer la main et de laisser effectivement l'Algérie repartir sur une autre séquence. C'est grandiose, politiquement, humainement, sur le plan du patriotisme, de l'attachement qu'il avait à son pays. Donc, je lui voue une profonde reconnaissance. Un président au cœur, je dirais, de l'intérêt général, un président posture d'homme d'État, un président militaire. Vous savez que j'ai un faible, moi, pour l'esprit militaire algérien. Parce que je pense que l'Algérie s'est libérée déjà par ceux qui ont combattu pour son indépendance, mais qui, derrière, la protègent aujourd'hui. C'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale. Pourquoi l'Algérie aujourd'hui, que les Algériens se sentent en sécurité? Parce qu'on a un appareil militaire doté de matériel et de moyens humains solides, qui est une force de dissuasion. Alors il n'y a pas la puissance nucléaire, mais il y a la puissance militaire au sens traditionnel où on l'entend. Et ceux qui pourraient avoir des velléités de toucher à l'Algérie savent très bien qu'ils auront une réponse foudroyante, à la hauteur de leur velléité. Et tout ça, on le doit à ces femmes et à ces hommes, parce qu'il y a des femmes aussi dans l'appareil militaire. Donc, j'ai un profond respect, une reconnaissance. Je me suis rendu à l'ambassade d'Algérie en France pour signer le registre de condoléances. Et j'en profite face à Zeribi pour renouveler et adresser mes condoléances à la famille du président Zeroual, à ses proches, à ceux qui l'ont accompagné dans son œuvre, sa tâche au service de la nation algérienne pour défendre l'intérêt général. Et c'est un hommage aussi et des condoléances à l'ensemble du peuple algérien. Merci Karim Zeribi. Merci Karim Zeribi pour toutes ces analyses. Merci à vous également Riyad. Merci Samira. Merci, et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour décrypter et analyser l'actualité des prochaines 2 semaines avec notre éditorialiste Karim Zeribi. Ne partez pas loin, restez, c'est la fin peut-être de Face à Zeribi, mais restez sur Al24 News pour la suite des programmes.